Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau, a lâché ma mère, sèchement. Ma sœur a ajouté, personne ne te regretterait si tu partais. Alors je l'ai fait, sans faire de scène. Cette semaine, j'ai reçu un message vocal qui commençait par « S'il te plaît, rentre à la maison. Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau. » Ma mère a lancé sèchement, sa voix tranchant dans la salle à manger comme du verre brisé. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Avant même que je puisse digérer la douleur, ma sœur s'est penchée en arrière sur sa chaise, les yeux froids et amusés. Elle a raison, a dit Manon d'un ton léger. Personne ne te regretterait si tu partais. Le silence s'est installé dans la pièce, troublé uniquement par le bourdonnement du réfrigérateur et les battements de mon propre cœur martelant mes oreilles. J'ai fixé la nourriture à moitié mangée dans mon assiette, soudainement nauséeuse. Je m'appelle Camille. J'ai 26 ans. Et c'est cette nuit-là que ma famille a enfin dit tout haut ce qu'elle m'avait fait ressentir toute ma vie. J'en avais entendu des versions auparavant. Des blagues sur le fait que j'étais trop sensible. Des commentaires sur le fait que je n'avais jamais été à la hauteur de mon potentiel. Des comparaisons avec les notes parfaites de Manon, son travail parfait, sa vie parfaite. Mais jamais comme ça. Jamais de manière si crue, si délibérée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas renversé la table ni jeté une assiette, même si j'imaginais le son satisfaisant de la porcelaine se brisant contre le mur. Au lieu de cela, j'ai ravalé la brûlure dans ma gorge et j'ai levé les yeux pour les regarder, ma mère, toujours furieuse, et ma sœur, avec un sourire en coin comme si elle venait de faire une observation banale sur la météo. À cet instant, quelque chose en moi est devenu très, très calme. J'ai réalisé qu'elle ne disait pas ces choses sous le coup de la colère. Elle les disait parce qu'elles y croyaient. Parce que pour elle, j'étais devenu le poids mort de la famille, un personnage secondaire, un punching ball pratique pour se sentir plus grande. Alors, j'ai pris une décision. Pas le genre impulsif et dramatique dont elle m'accuserait plus tard, mais une décision calme, aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Si je n'étais rien pour elle, alors mon absence n'aurait pas d'importance, n'est-ce pas? Si personne ne me regretterait, alors partir ne ferait que prouver leur point de vue ou exposer le mensonge. J'ai débarrassé mon assiette, aidé à remplir le lave-vaisselle et je suis allé dans ma chambre comme n'importe quel autre soir. Pas de porte qui claque, pas de théâtralité. Elle me voulait invisible. Très bien. J'allais disparaître correctement. Ce fut la dernière nuit que j'ai passée sous le toit de ma mère. J'ai quitté cette maison sans faire de scène, sans un au revoir, sans laisser de traces. Et cette semaine, des années plus tard, j'ai reçu un message vocal de ma mère qui commençait par « S'il te plaît, rentre à la maison. » Si vous étiez à ma place, retourneriez-vous vers les gens qui vous ont qualifié de fardeau ou leur feriez-vous enfin comprendre ce qu'il en coûte de vous perdre? Je n'ai pas fait mes bagages comme quelqu'un qui s'enfuit. Il n'y a pas eu de valise ouverte à la hâte, pas de vêtements fourrés frénétiquement sous la lueur crue d'une lampe de chambre. Je connaissais assez bien ma mère pour savoir qu'elle entendrait chaque tiroir, chaque fermeture éclair. Alors, j'ai bougé lentement, méthodiquement, comme si j'organisais simplement ma vie au lieu de la démanteler. J'ai plié mes affaires essentielles dans un sac à dos usé, quelques vêtements de rechange, mon journal, mon exemplaire élimé de la vagabonde, l'enveloppe contenant la petite somme d'argent que j'avais économisée de la librairie, et le chargeur de téléphone bon marché que je ne trouvais jamais quand j'en avais besoin. Sur mon bureau se trouvait une photo de famille encadrée, ma mère avec son sourire parfait, Manon avec son écharpe de diplômée, et moi sur le côté, à moitié dans l'ombre, souriant à moitié. Je ne l'ai pas prise. Je l'ai laissée face contre table. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, mêmes yeux bruns, même cerne fatiguée, même fille invisible et j'ai murmuré, voyons voir si quelqu'un remarque que tu es parti. J'ai attendu jusqu'à minuit passé. Je savais que ma mère s'endormirait devant la télévision, un verre de vin en équilibre sur la table basse, et que Manon serait dans sa chambre au téléphone, parlant fort de sa dernière promotion, de sa dernière réussite, de sa dernière preuve qu'elle était l'histoire à succès de la famille. Mon père était parti des années auparavant, et d'une manière ou d'une autre, c'était aussi devenu ma faute. Si tu n'étais pas si difficile, peut-être qu'il n'aurait pas abandonné, avait un jour craché maman à voix basse, pensant que je ne l'entendais pas. Je m'en suis souvenu en lassant mes chaussures. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on voit vraiment. Je me suis glissé par la porte de derrière, l'air frais de Lyon me frappant le visage comme une gifle. La lumière du porche vacillait au-dessus de moi, projetant de longues ombres tremblantes. Chaque pas sur ces escaliers en bois me donnait l'impression de sortir d'une vie que je n'avais jamais choisie.
Mon téléphone a vibré une fois dans ma poche, un texto promotionnel de la librairie, et l'ironie a failli me faire rire. J'avais passé des années entouré d'histoires de gens qui se libéraient, se choisissaient, recommençaient à zéro. Je n'avais juste jamais cru que je pouvais être l'une d'entre eux. J'ai marché jusqu'au bout de la rue, puis une autre, puis une autre. À chaque pas, la maison derrière moi rapetissait dans l'obscurité, et quelque chose dans ma poitrine se desserrait. Pas assez pour appeler cela la liberté pour l'instant, mais assez pour appeler cela une possibilité. Je n'avais pas de grand plan. Je n'étais pas secrètement riche. Je n'avais pas de travail de rêve qui m'attendait. Ce que j'avais, c'était Léa. Elle m'avait dit un jour, en plaisantant à moitié, « Si jamais tu as besoin de disparaître, mon canapé est ton programme de protection des témoins. » À l'époque, j'avais ri. Maintenant, au milieu de la nuit, avec mon sac à dos me sciant les épaules, ça ne sonnait plus comme une blague. Quand elle a ouvert la porte, les yeux grands ouverts de sommeil et de confusion, je n'ai même pas essayé de faire semblant d'aller bien. « Salut », ai-je dit, la voix brisée. Je suis parti. Elle n'a pas demandé, « Parti d'où ?» Elle s'est juste écartée et m'a serré dans ses bras si fort que je me suis enfin permis de pleurer. Pas les sanglots bruyants et dramatiques dont j'avais toujours eu honte. Des larmes silencieuses qui ont trempé son t-shirt. Des larmes qui appartenaient à la fille qui venait de devenir la fille de personne et la sœur de personne en une seule nuit. Au cours des jours suivants, j'ai surveillé mon téléphone comme si c'était une bombe prête à exploser. Au début, je m'attendais à une explosion, des appels furieux, des messages enragés, des accusations sur mon égoïsme et mon ingratitude. Au lieu de cela, rien. Pas d'appel manqué, pas de message, pas de « Où es-tu ?» Pas même un « As-tu pris ton chargeur ?» Ma mère, qui m'avait un jour crié dessus pour ne pas avoir répondu en moins de 3 minutes, est restée complètement silencieuse. Manon, qui venait de dire que personne ne me regretterait, le pensait apparemment. Le premier jour, le silence a fait mal. Le deuxième, il a brûlé. À la fin de la semaine, il a fait autre chose. Il s'est durci en résolution. S'il pouvait m'effacer si facilement, alors j'utiliserais cette invisibilité. Je construirais une vie si séparée, si intouchable que lorsqu'il remarquerait enfin que j'étais parti, il serait déjà trop tard pour en revendiquer la moindre partie. Dites-moi honnêtement, si votre famille ne vous appelait pas après votre disparition, ramperiez-vous pour mendier leur attention, ou décideriez-vous que leur silence est la réponse la plus claire que vous n'obtiendrez jamais ? L'appartement de Léa était petit, encombré, et pourtant, il semblait être l'endroit le plus sûr où j'ai jamais été. Son canapé était grumeleux, l'évier de la cuisine goûtait, et le radiateur sifflait comme un chat agacé chaque nuit. Mais personne là-bas ne me traitait de fardeau. Personne ne me comparait à Manon. Personne ne me regardait comme si j'étais une déception inachevée. La première semaine, j'ai surtout dormi. Mon corps s'est effondré après des années à porter une panique constante de bas niveau, attendant le prochain commentaire, la prochaine critique, le prochain rappel désinvolte que je n'étais pas assez. Quand je ne dormais pas, j'écrivais. Au début, ce n'était que des entrées de journal désordonnées et en colère. Maman a dit ça. Manon a fait ça. Peut-être que je suis vraiment le problème. Mais un soir, Léa a ramassé mon journal qui était tombé ouvert sur la table basse. Camille, dit-elle lentement en parcourant une page. Ce n'est pas juste un défouloir. C'est une histoire. Je l'ai arraché, embarrassé. C'est juste moi qui me plains. Non, a-t-elle insisté. C'est comme lire l'histoire d'un personnage piégé dans une maison où tout le monde lui répète qu'elle n'est rien jusqu'à ce qu'elle disparaisse enfin. Les gens s'y identifieraient. Tu sais combien d'histoires on empile à la librairie sur les familles toxiques ? Je le savais. J'en avais manipulé des milliers, les avais scannés, réapprovisionnés. Pas une seule fois je n'avais imaginé ma propre douleur comme quelque chose que les gens pourraient vouloir lire. Léa m'a donné un coup de coude. Et si tu en faisais quelque chose ? Un article, un blog, une série anonymement si tu veux. Soyons réalistes, ta mère ne parcourt pas vraiment les blogs de santé mentale entre 2 verres de vin. Sa blague m'a fait rire plus fort que je ne l'avais fait depuis des semaines. Cette nuit-là, j'ai ouvert un document vierge et j'ai écrit la phrase « Ma famille ne me remarquait que le temps de me blâmer ». Puis j'ai continué. J'ai écrit sur les conversations à table où je disparaissais à la vue de tous. Sur la fois où ma mère a oublié mon anniversaire mais a organisé une grande fête pour la promotion de Manon. Sur le jour où j'ai gagné un petit concours d'écriture locale et où ma mère a dit « C'est bien,
mais ce n'est pas comme une vraie réussite, n'est-ce pas? J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts soient endoloris et que ma vue se brouille. J'ai enlevé les noms, changé la ville, gardé les sentiments bruts, laids et réels. Léa m'a aidé à créer un blog, anonyme sous un pseudonyme. J'ai cliqué sur publier, sans rien attendre. En une semaine, le premier article a eu des centaines de vues, puis des milliers. Les commentaires ont afflué. C'est ma mère. Je pensais être la seule sœur invisible. Je suis parti aussi, et personne ne m'a appelé non plus. Chaque notification était un petit choc pour mon système. Pour la première fois, mes mots, mon existence, n'étaient pas simplement tolérés. Ils étaient vus. Ils comptaient. Les gens envoyaient mon histoire à leurs amis, à leurs thérapeutes, à leurs propres frères et sœurs. Un message m'a marqué, j'espère qu'un jour ta famille réalisera ce qu'elle a perdu. J'espère qu'elle comprendra ce que c'est que d'être à l'extérieur pour une fois. Cette phrase a allumé un feu lent et délibéré en moi. Jusque-là, je m'étais concentré sur la survie, trouver un travail à temps partiel, payer un loyer à Léa, construire une petite vie qui était la mienne. Mais à mesure que mon public grandissait, quelque chose a changé. Mon histoire avait du pouvoir, ma voix avait une portée, et si ma mère et ma sœur tombaient un jour sur la femme qu'elles avaient décidé de considérer comme un rien, elles ne la reconnaîtraient pas. Mais le monde, si. Un soir, en parcourant les réseaux sociaux, j'ai vu un visage familier apparaître sur la page d'une entreprise. Félicitations à notre directrice marketing régionale, Manon Dubois, pour sa campagne innovante. La photo la montrait dans un blazer élégant, souriant avec assurance, tenant un prix encadré. Je l'ai fixé, une étrange sensation de déjà-vu me picotant la peau. Le slogan de la campagne me semblait familier. Trop familier. C'était une ligne que j'avais rédigée dans un carnet des mois auparavant à la librairie, lorsque Manon m'avait demandé « Eh, tu peux m'aider à trouver un slogan ? Tu es doué avec les mots. C'est pour le travail. » Rien de bien important. Je me souvenais du frisson que j'avais ressenti qu'elle me demande de l'aide. Je me souvenais d'être resté debout tard pour le perfectionner. Je me souvenais qu'elle avait dit « merci », comme si je venais de lui passer le sel. Maintenant, il était là, sous le logo d'une entreprise, lui valant un prix. Aucun crédit, aucune mention, aucune reconnaissance. Mes mots, sa gloire. De nouveau, quelque chose en moi s'est mis en place. Pas fragile cette fois, mais aiguisé. Ce n'était pas seulement de la négligence émotionnelle. C'était du vol d'idées, d'efforts, d'identité. J'ai fermé l'onglet et ouvert un nouveau document. Cette fois, je n'ai pas écrit sur le fait d'être invisible. J'ai écrit sur le fait d'être utilisé, abusé, effacé. Et je me suis fait une promesse. Je ne me contenterai pas de guérir et de passer à autre chose tranquillement. Je m'assurerai que les gens qui m'avaient traité de fardeau comprennent enfin le poids de ce qu'ils avaient jeté. Alors dites-moi, si quelqu'un volait votre voix, vos idées, votre valeur, puis vous disait que vous ne manquerez à personne, le laisseriez-vous tout garder, ou commenceriez-vous à planifier comment le récupérer? 2 ans ont passé. 2 ans de double journée de travail à la librairie, puis chez un petit éditeur indépendant qui a donné sa chance à la fille anonyme dont le blog était devenu viral. 2 ans de séances de thérapie où j'ai désappris l'idée que l'amour devait faire mal pour être réel. 2 ans d'écriture tard dans la nuit, transformant mes ecchymoses en chapitres. Mon blog est devenu une proposition de livre. La proposition de livre s'est transformée en contrat. Mon éditrice a dit, votre histoire va aider tant de gens à quitter des situations dont ils n'auraient jamais cru pouvoir s'échapper. C'était la première fois qu'un adulte me regardait dans les yeux et me disait que j'allais changer des vies. Pas en guise de comparaison, pas comme une pensée après coup, mais comme le point central. Pendant ces 2 années, je n'ai presque rien entendu de ma famille. Quelques textos fades de ma mère pendant les vacances, j'espère que tu vas bien. Joyeux Noël. Pas d'appel. Pas de vraies questions. Elle n'a jamais demandé où je vivais maintenant, ce que je faisais dans la vie, qui j'étais devenu sans elle. Manon ne m'a pas envoyé de message du tout. Le silence me semblait autrefois être de l'abandon. Finalement, il est devenu une confirmation, j'avais eu raison de partir. J'étais en train de réviser un chapitre sur la nuit de ma disparition lorsque mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose dans ma poitrine m'a interpellé. Une icône de messagerie vocale est apparue. J'ai mis le téléphone de côté, avec l'intention de l'écouter plus tard, mais ma curiosité a pris le dessus.
J'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère, tremblante et plus faible que dans mon souvenir, a crépité dans le haut-parleur. Camille, c'est maman. Elle ne s'appelait jamais comme ça au téléphone. C'était toujours, c'est moi, ou, c'est ta mère, comme si le rôle lui-même était sacré. S'il te plaît, rentre à la maison, a-t-elle dit, et les mots étaient si surréalistes que j'ai failli rire. Il y a eu une pause, une inspiration brusque. En arrière-plan, j'entendais le chaos, des voix étouffées, ce qui ressemblait à une porte qui claque, quelqu'un qui pleure. Les choses vont mal, a-t-elle poursuivi. Manon a besoin de toi. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous nous sommes trompés sur beaucoup de choses. Trompés sur beaucoup de choses. Mon cœur s'est emballé, mais pas avec l'ancienne peur. C'était autre chose, une alerte froide et concentrée. J'ai réécouté le message vocal et j'ai entendu plus de choses la deuxième fois, le désespoir dans sa voix, la façon dont elle a trébuché sur « nous nous sommes trompés », l'allusion à la panique quand elle a mentionné Manon. J'ai envoyé un texto à Léa, elle a appelé. Léa a répondu instantanément, ça va. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran avant que je ne tape un résumé du message vocal, s'il te plaît, rentre à la maison. Quelque chose ne va pas. Une minute plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant de Léa. Alors, a-t-elle dit sans préambule. On pense à quoi? Incendie? Faillite? Scandale? Invasion extraterrestre? J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. Elle avait l'air effrayée. Tant mieux, a rétorqué Léa. Peut-être qu'elle sait enfin ce que c'est que la peur. Elle a dit que Manon avait besoin de moi, ai-je murmuré. C'est censé être un argument de vente, a demandé Léa. La même sœur qui a dit que tu ne manquerais à personne? Une partie de moi voulait se précipiter, tout arranger, retomber dans l'ancien rôle de concierge émotionnel, nettoyant les dégâts des autres. Le réflexe était ancré dans mes os, familier et toxique. Mais une autre partie, celle qui avait survécu à 2 ans de reconstruction, m'a arrêté. Et si quelque chose de vraiment grave était arrivé, ai-je demandé doucement. Et si, Camille, a dit Léa, sa voix plus douce maintenant. Quelque chose de vraiment grave est déjà arrivé. Ils ont passé des années à te détruire. Ils t'ont traité de fardeau. Ils t'ont laissé disparaître. N'oublie pas ça juste parce que leur maison est enfin en train de prendre feu. Ces mots m'ont frappé durement parce que je savais qu'elle avait raison. Pourtant, le message vocal me tourmentait, tournant en boucle dans ma tête. Nous nous sommes trompés. S'il te plaît, rentre à la maison. Manon a besoin de toi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le nom de Manon. Il n'a pas fallu longtemps pour le trouver, un fil de discussion tendance traînant l'entreprise de ma sœur dans la boue. Des publications anonymes accusant quelqu'un de son département de voler des idées, de harceler des collègues et de s'attribuer le mérite du travail de stagiaires non rémunérés. Des captures d'écran de courriel, des extraits de présentation, une note de service interne divulguée sur une enquête. Et là, identifié dans plusieurs commentaires furieux, se trouvait le profil de Manon. Mon estomac s'est noué, non pas de sympathie, mais de reconnaissance. C'était le système dans lequel elle avait prospéré. Le système qui la récompensait pour avoir utilisé des gens comme moi. Sauf que maintenant, les projecteurs se tournaient sur elle. Les gens la traitaient de voleuse, d'imposteur, de brute. Ils racontaient des histoires qui ressemblaient beaucoup aux miennes. La différence, c'est que cette fois, le monde y prêtait attention. Je me suis assise, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Le message vocal de ma mère prenait soudain tout son sens. Elle ne voulait pas que je rentre à la maison parce que je leur manquais. Elle voulait que je rentre à la maison parce qu'elle saignait. Et pendant des années, j'avais été le pansement. Mais je n'étais plus un pansement. J'étais celle qui tenait le stylo qui pouvait écrire la fin de cette histoire. Si vos agresseurs n'appelaient que lorsque leur monde commençait à s'effondrer, vous demandant de rentrer à la maison pour réparer ce qu'ils ont cassé, vous précipiteriez-vous pour les sauver ou entreriez-vous les yeux ouverts, sachant que cette fois, vous déteniez le pouvoir? Je n'ai pas décidé immédiatement. L'ancienne Camille aurait été dans le premier bus, s'excusant en chemin de ne pas être venue plus tôt. La nouvelle Camille a pris 3 jours. 3 jours à écouter ce message vocal en boucle. 3 jours à lire chaque fil de discussion sur l'entreprise de Manon, chaque courriel divulgué, chaque témoignage anonyme de personnes qui ressemblaient à des versions légèrement différentes de moi.
Elle a pris mon idée et l'a présentée comme la sienne. Elle m'a dit que je devrais être reconnaissante ne serait-ce que d'être dans la pièce. Quand je l'ai confrontée, elle a dit que j'étais trop susceptible. C'était comme entendre ma table de dîner familiale, mais avec une image de marque d'entreprise. Le 3e jour, j'ai rappelé ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie. « Camille ?» Sa voix tremblait comme si le sol tremblait sous ses pieds depuis des jours. « Salut », ai-je dit calmement. « Tu as appelé ?» « Oui, j'ai appelé. » Il y eut une pause gênante. Pour la première fois de ma vie, elle semblait incertaine de ce qu'elle devait me dire. « Bien, ai-je pensé. Les choses sont compliquées, a-t-elle poursuivi. Manon a des problèmes au travail. Ils disent des choses horribles sur elle en ligne, et certains de ses clients se sont retirés, et il y a cette enquête. J'ai vu, ai-je coupé. J'ai lu les publications. Alors tu sais qu'ils exagèrent, a-t-elle lâché, instinctivement sur la défensive. Manon a peut-être fait des erreurs, mais c'est une bonne personne. Elle travaille si dur. Elle ne mérite pas d'être détruite à cause de rumeurs. Maman, ai-je dit doucement. Je les crois. Silence. Un silence pur, stupéfait. Tu. Quoi, a-t-elle finalement étouffé. Je les crois, ai-je répété. Parce que je connais Manon. Je sais à quoi elle pense avoir droit. Je sais ce qu'elle m'a pris. Ce n'est pas un nouveau comportement. C'est juste la première fois qu'il y a des conséquences. Je m'attendais à ce qu'elle explose. Au lieu de cela, sa voix s'est brisée. Camille, s'il te plaît. On ne peut pas faire ça par téléphone. Rentre juste à la maison. On doit parler. Pourquoi, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu attends de moi, exactement? Voilà. La vraie question. Celle autour de laquelle elle tournait. Tu es doué avec les mots, a-t-elle dit rapidement, le désespoir se mêlant à la manipulation. Tu l'as toujours été. Peut-être que tu pourrais aider Manon à rédiger une déclaration, ou la coacher sur ce qu'il faut dire, ou parler à son entreprise. S'il t'entendait, si tu disais qu'elle n'est pas quoi, ai-je interrompu. Pas quelqu'un qui dit à sa propre sœur que personne ne la regretterait si elle partait? Pas quelqu'un qui a pris mon travail et l'a utilisé pour sa propre promotion? Oh, pour l'amour de Dieu, tu es toujours obsédé par ça, a-t-elle lâché, la vieille âpreté perçant à travers. C'était juste un slogan. C'était le mien, ai-je dit. Et c'est là le point. C'était toujours juste mes sentiments, juste mes idées, juste moi. Jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. Alors soudain, j'étais utile. Elle s'est de nouveau tue. Je pouvais presque l'entendre se recalibrer, décider quel scénario utiliser maintenant que la culpabilité et le dédain ne fonctionnaient pas. Camille, a-t-elle réessayé, plus doucement. Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas cette nuit-là. Nous étions stressés. Nous étions inquiètes pour toi. Et nous avons réagi de manière excessive. Mais tu es parti. Sais-tu ce que ça fait de se réveiller et de réaliser que tu étais parti? Sais-tu ce que ça fait, ai-je demandé, la voix basse, de partir et de réaliser que personne n'a appelé? Le silence sur la ligne était une réponse en soi. Finalement, elle a murmuré, s'il te plaît, viens juste pour une journée. Si tu ne veux toujours rien avoir à faire avec nous après ça, je ne t'en empêcherai pas, je ne faisais pas confiance à cette promesse, mais je savais une chose. Je voulais les voir. Pas parce qu'elles avaient besoin de moi, mais parce que je voulais les regarder dans les yeux et leur laisser voir ce qu'elles avaient créé et ce qu'elles avaient perdu. D'accord, ai-je dit. Je viendrai. Une journée. Sans garantie. Quand j'ai raccroché, Léa me regardait déjà depuis l'embrasure de la cuisine, les bras croisés. Tu y vas, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Ouais, ai-je admis. Tu penses que c'est une erreur? Je pense, a-t-elle dit lentement, que ça dépend de qui entre dans cette maison. Si c'est la Camille qui est partie cette nuit-là, ça te détruira. Si c'est la Camille qui a écrit un livre sur comment leur survivre, ce sont elles qui devraient avoir peur. Ces mots se sont installés en moi comme une armure. Dans le train qui me ramenait à mon ancien quartier, j'ai regardé la ville défiler et j'ai relu les chapitres de mon propre livre sur mon téléphone. Mon histoire, ma voix, ma preuve que j'étais plus que ce qu'elle disait que j'étais. Au moment où j'ai atteint mon arrêt, mes mains ne tremblaient plus. Quand je suis arrivé devant la maison,
elle paraissait plus petite. La peinture s'écaillait, la pelouse était en friche, et un panneau, à vendre, penchait de travers dans le jardin, comme si même la maison voulait partir. Ma mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle avait l'air plus âgée, pas seulement de la manière dont le temps affecte tout le monde, mais de la manière dont la culpabilité et le stress se gravent sur votre visage lorsque vous n'avez plus personne à blâmer. Camille, a-t-elle soufflé. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle pourrait me prendre dans ses bras. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est simplement écartée. Je suis entré. Le même couloir, les mêmes photos, la même photo de famille face contre table où je l'avais laissée, intacte. Intéressant. Manon était sur le canapé, ordinateur portable ouvert, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en un chignon désordonné qui semblait plus défait que décontracté. Elle a levé les yeux vers moi, et pendant une seconde, j'ai vu la sœur que je suivais partout quand j'étais enfant, désespérée du moindre signe d'approbation. Puis je me suis souvenu de sa voix, personne ne te regretterait si tu partais. Alors, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. Vous vouliez que je rentre à la maison. Si vous étiez face aux personnes qui vous ont brisé, et que pour la première fois, c'était elles qui s'effondraient, tendriez-vous la main pour les relever ou les laisseriez-vous enfin sentir ce que c'est que de toucher le fond? Manon ne s'est pas levée pour me prendre dans ses bras. Elle ne s'est pas excusée immédiatement non plus. Elle s'est contentée de me fixer, la mâchoire serrée, comme si elle essayait de décider si j'étais son dernier espoir ou sa dernière accusatrice. Tu as l'air différente, a-t-elle finalement dit. Pas toi. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir, mais je ne les ai pas repris. Ma mère planait près de l'entrée comme un fantôme coupable, se tordant les mains. Pouvons-nous nous asseoir? A-t-elle demandé. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous nous sommes assises à la même table où ma mère m'avait un jour traité de fardeau et où Manon avait acquiescé. Cette fois, j'ai choisi ma place délibérément, en bout de table, la place que ma mère prenait toujours. Ses sourcils ont tressailli, mais elle n'a rien dit. Bien. Nous réécrivions les règles aujourd'hui. Alors, ai-je commencé. Vous avez dit que vous vous étiez trompé sur beaucoup de choses. Je vous écoute. Ma mère a inspiré de manière tremblante. Nous n'aurions pas dû dire ce que nous avons dit cette nuit-là. Nous avons été cruels. J'étais en colère, et je m'en suis prise à toi. J'ai laissé le succès de Manon m'aveugler, et je n'ai pas vu à quel point je te faisais du mal. Vous ne l'avez pas seulement pas vu, ai-je corrigé. Vous avez refusé de le voir. Je vous l'ai dit, encore et encore. Et vous avez dit que je faisais du cinéma. Vous m'avez traité de sensible. Vous avez dit que j'étais jalouse. Je sais, a-t-elle murmuré. Et quand tu es parti, j'ai réalisé. Non, ai-je coupé. Quand je suis parti, vous êtes restée silencieuse pendant des mois, des années. Vous avez envoyé des textos pour les fêtes. Vous n'avez pas demandé où je vivais. Vous n'avez pas demandé ce que je faisais. Vous n'avez pas demandé si j'allais bien. Ne prétendez pas avoir eu une grande révélation le lendemain de ma disparition. Votre prise de conscience a commencé lorsque la vie de Manon s'est effondrée. Pas lorsque la mienne a failli le faire. La couleur a quitté son visage. Bien. Manon a frappé la table de la paume de sa main. Ce n'est pas juste, a-t-elle lâché. Tu penses que je n'ai pas assez payé? Ma carrière est détruite. Les gens me traitent de monstre en ligne. Je pourrais être licencié. Je pourrais ne plus jamais travailler dans ce domaine. Que veux-tu de plus de moi? Je me suis tourné lentement vers elle. Ça dépend. Combien as-tu pris? Ses yeux ont lancé des éclairs. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Vraiment? J'ai penché la tête. Donc ces stagiaires mentent? Ces collègues mentent? Les idées que tu as présentées sont apparues comme par magie dans ta tête? Et qu'en est-il du slogan de campagne que tu m'as emprunté? Oh mon Dieu, tu es toujours obsédé par ça, a-t-elle gémi. Vas-tu sérieusement me tenir rigueur de toute ma vie pour quelques mots que tu as griffonnés dans un carnet? Les mots, ai-je dit d'un ton égal, c'est comme ça que je gagne ma vie maintenant. Alors, oui, je les prends au sérieux. Ma mère a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu gagnes ta vie? J'ai sorti une copie du premier manuscrit de mon sac et l'ai posé sur la table. Le titre provisoire les fixait, Fardeau, comment j'ai quitté la famille qui ne m'a jamais vu. Mon nom était sur la couverture.
Mon vrai nom. Pas un pseudonyme, pas une ombre. Moi. J'ai écrit un livre, ai-je dit, sur le fait de grandir dans une maison où ma valeur n'existait qu'en comparaison de celle de quelqu'un d'autre. Sur le fait qu'on me dise que je n'étais rien. Sur le fait de partir et de réaliser que j'étais plus que tout ce que vous avez essayé de me convaincre que j'étais. Ma mère a tendu une main tremblante, parcourant quelques lignes au hasard. Son visage s'est décomposé en lisant. Camille, ça. Ça parle de nous. Oui, ai-je dit. Et de gens comme vous, et de gens comme moi, et de milliers de lecteurs qui m'ont envoyé des messages disant que vos voix ressemblent exactement à celles de leurs agresseurs. Des lecteurs, a-t-elle répété faiblement. Des gens ont lu ça? Des millions, ai-je dit. Le blog, les articles, les essais. Le livre n'est even pas encore sorti, et il y a déjà une liste d'attente. Les yeux de Manon se sont écarquillés. Tu as écrit sur nous en ligne. J'ai écrit sur ce que vous avez fait, ai-je corrigé. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est intéressant, n'est-ce pas? La panique a vacillé sur son visage. Est-ce que tu utilises nos noms? Non, ai-je dit, mais si tu t'inquiètes que les gens te reconnaissent à ton comportement, peut-être que ça en dit plus sur toi que sur mon écriture. Ma mère avait l'air d'être sur le point d'être malade. Les gens vont penser que nous sommes des monstres. Non, je ne vous ai pas transformé en monstre, ai-je répondu. J'ai décrit ce que ça faisait d'être votre fille et votre sœur. Si ça vous va comme un gant. Manon s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu dois arranger ça, a-t-elle exigé. Tu dois dire aux gens que tu as exagéré, que tu étais émotive, que ce n'était pas si grave. Tu dois publier quelque chose pour me défendre, pour dire que tu ne penses pas que je suis une brute. Tu m'as dit, ai-je dit lentement, que personne ne me regretterait si je partais. Pourquoi penses-tu mériter ma défense maintenant? Parce que nous sommes une famille. A-t-elle explosé? Parce que nous sommes du même sang. Parce qu'on ne détruit pas les siens pour le divertissement d'étrangers. Je me suis penché en avant, la voix froide. Je ne vous ai pas détruite. Je suis parti. Le reste? Vous l'avez fait toute seule. Et quant au sang, ça ne vous a jamais empêché de me saigner à blanc quand ça vous arrangeait. Ma mère a murmuré, Camille, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs. Nous en payons le prix maintenant. N'est-ce pas suffisant? Non, ai-je dit simplement, parce que vous ne comprenez toujours pas. Vous vous inquiétez pour vos réputations, vos carrières, votre confort. Vous n'avez jamais demandé une seule fois à quel point j'ai failli disparaître d'une manière que vous n'auriez pas pu réparer. Leurs yeux se sont rivés sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé ma mère, la voix tremblante. J'ai soutenu son regard. J'ai pensé à mettre fin à mes jours, ai-je dit. Plus d'une fois. Parce que si même ma propre famille pensait que j'étais un fardeau, à quoi bon? Je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu. Et vous auriez pleuré à mes funérailles en disant que vous n'aviez jamais vu les signes, alors que les signes, c'était littéralement moi vous disant encore et encore que j'étais en train de me noyer. Ma mère a fondu en larmes. De vraies larmes. Des larmes laides, désordonnées, terrifiées. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Je l'ai laissé le ressentir. Je l'ai laissé s'asseoir dans la réalité que ces mots avaient poussé son propre enfant au bord du gouffre. Alors, non, ai-je continué. Perdre un emploi ne suffit pas, perdre la face ne suffit pas. Vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait avec quelques larmes et la promesse que vous ferez des efforts. Vous voulez mon aide? Vous voulez mon pardon? Vous voulez que je me tienne entre vous et les conséquences que vous avez créées? J'ai secoué la tête lentement. Vous allez devoir vivre avec ça pendant longtemps sans que j'amortisse le choc. Si les personnes qui vous ont blessé s'effondraient enfin et vous suppliaient de les sauver des conséquences de leur propre cruauté, leur jetteriez-vous une bouée de sauvetage ou les laisseriez-vous enfin se noyer dans ce qu'elles vous ont déversé pendant des années? Je suis resté dans cette maison pendant 6 heures. Assez longtemps pour dire tout ce que j'avais ravalé pendant 26 ans. Assez longtemps pour voir ma mère passer de la défensive à la dévastation, pour voir Manon passer de la colère au désespoir à un calme étrange. À un moment donné, elle a murmuré, « M'as-tu déjà aimé ?» La question m'a surprise. Oui, ai-je répondu honnêtement. J'ai aimé la version de toi que je pensais voir un jour me regarder et voir une sœur au lieu d'une toise. Et maintenant, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Maintenant,
je me soucie de ce qui t'arrive, ai-je dit. Mais je ne te fais pas confiance. Je ne me sens pas en sécurité avec toi. Et je ne te dois pas ma guérison. C'était la différence. Avant, mon amour signifiait que j'endurerais n'importe quoi. Maintenant, il signifiait que je pouvais me soucier de quelqu'un et quand même m'en aller. Ma mère n'arrêtait pas de répéter, nous pouvons changer. Nous ferons mieux. Nous irons en thérapie. Nous lirons ton livre. Nous nous excuserons publiquement s'il le faut. Je crois que peut-être elle le pensait, à ce moment-là, sous cette pression, avec tout qui s'effondrait. Mais le penserait-elle encore quand la tension serait retombée? Quand le scandale se serait estompé? Quand les gens arrêteraient d'en parler? J'avais passé toute ma vie à parier sur leur potentiel au lieu de croire à leur schéma. Je ne le ferai plus. Alors que le soleil commençait à se coucher, je me suis levé. Je pars, ai-je dit. Ma mère s'est levée d'un bond. Tu ne peux pas simplement repartir. Pas comme ça. Je ne disparais pas cette fois, ai-je répondu. Je choisis. Manon a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Alors c'est tout? Tu obtiens ton contrat de livre, ta petite histoire de vengeance, et c'est fini entre nous? J'ai presque ri. Tu penses vraiment qu'il s'agit d'une petite histoire de vengeance? Il s'agit de reprendre ma vie, ma voix, mon récit. C'est vous qui vous êtes transformée en méchante. J'ai juste arrêté de censurer les parties laides. J'ai ramassé mon sac à dos, le même avec lequel j'étais parti cette nuit-là. Il me semblait plus léger maintenant. Je me suis arrêté sur le pas de la porte et me suis retourné une dernière fois. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Mon livre va toujours sortir. Je ne vais pas changer la vérité pour vous protéger. Si vous voulez faire mieux, commencez par dire la vérité vous-même. Excusez-vous auprès des personnes que vous avez blessées. Pas seulement moi, les stagiaires, les collègues, les enfants que vous avez élevés en leur faisant croire que leur valeur dépendait de leur utilité pour vous. La lèvre de ma mère a tremblé. Et nous? Je ne vous coupe pas complètement les ponts, ai-je dit. Mais je ne rentre pas à la maison non plus. La maison, ce n'est pas cette maison. La maison, c'est là où l'on me traite comme un être humain, pas comme un fardeau. En ce moment, ce n'est pas ici. Ma mère a fait un pas en avant comme pour me serrer dans ses bras, puis a hésité, ses bras retombant impuissants le long de son corps. Quand te reverrons-nous? Je ne sais pas, ai-je dit. Ça dépend de vous. Pas de vos larmes aujourd'hui, mais de vos choix demain, et le jour d'après, et le jour d'après. Je suis sorti. L'air extérieur semblait différent de la première fois que j'étais parti. À l'époque, la nuit m'avait avalé comme si je n'étais rien. Maintenant, le monde s'ouvrait autour de moi comme une page attendant d'être écrite. Dans le train qui me ramenait à ma nouvelle vie, mon téléphone vibrait de messages de mon éditrice, de ma thérapeute, de Léa, des gens qui me voyaient, des gens qui me choisissaient. Quand je suis revenu à l'appartement de Léa, elle m'a prise dans ses bras et n'a pas demandé, alors, se sont-elles excusées? Elle a demandé, comment te sens-tu? C'était le but de tout cela, ai-je réalisé. Pas de savoir si elles étaient désolées, mais si j'étais libre. Une semaine plus tard, les précommandes de mon livre ont doublé après un épisode de podcast où j'ai lu un extrait du message vocal, s'il te plaît, rentre à la maison. Je n'ai pas nommé ma mère. Je n'en avais pas besoin. Les gens ont reconnu le ton, la culpabilité, la manipulation mêlée de besoin. Ma boîte de messages directs s'est de nouveau remplie. J'ai reçu ce message vocal aussi. Le mien disait, tu déchires cette famille après des décennies de maltraitance. J'y suis retourné. J'aurais aimé ne pas le faire. Une nuit, tard, seul à mon bureau, mon téléphone a vibré avec un nouveau message vocal. L'identifiant de l'appelant m'a noué l'estomac, maman. Je l'ai fixé un long moment avant d'appuyer sur lecture. Camille, a-t-elle dit doucement. J'ai lu le manuscrit. En entier. Je ne te demanderai pas de le changer. Je ne dirai pas que tu as tort. Je veux juste que tu saches que j'essaie. J'ai commencé une thérapie. Je me suis excusé auprès de quelqu'un aujourd'hui. Vraiment excusé. Pas seulement pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas si ça compte pour toi, mais j'essaie de devenir quelqu'un que tu pourrais aimer sans te faire de mal. Il y eut une pause, puis un soupir familier et brisé. Je veux toujours que tu rentres à la maison, mais je commence à comprendre que la maison n'est peut-être plus ici. J'espère qu'un jour nous pourrons en construire une autre,
même si ce n'est pas sous ce toit. Elle a raccroché. Je n'ai pas rappelé. Pas encore. J'ai sauvegardé le message vocal, cependant, non pas comme une promesse, mais comme une preuve. La preuve que mon départ, mon silence, mon refus d'être leur coussin les avait enfin forcés à se regarder en face. C'était ma vengeance. Pas des flammes ou une humiliation publique ou des disputes, bien que le scandale se soit déjà chargé d'une partie de cela. Ma vraie vengeance, c'était ça, je suis devenu tout ce qu'elles disaient que je ne pouvais pas être sans elles. Et elles ont dû regarder de l'extérieur. J'ai retourné leur récit préféré, tu n'es rien sans nous, et je le leur ai rendu. J'étais quelque chose. J'étais quelqu'un. Je l'avais toujours été. Elles étaient simplement trop aveuglées par leur propre reflet pour le voir. Maintenant, elles devaient vivre avec la connaissance que lorsqu'elles m'ont traité de fardeau, elles repoussaient la meilleure chose qu'elles aient jamais eue. Mon histoire ne se termine pas par une réconciliation parfaite ou un câlin de groupe cinématographique. Elle se termine avec moi fermant mon ordinateur portable, éteignant mon téléphone, et allant dormir dans un endroit où personne ne me traite de « trop sensible » parce que j'ai besoin de gentillesse. Un endroit que je paie avec l'argent que j'ai gagné en utilisant la voie qu'elles ont autrefois méprisée. Un endroit que j'ai choisi. Ma maison. Alors dites-moi, si vous étiez à ma place, retourneriez-vous un jour dans une maison qui ne vous voulait que lorsqu'elle était en feu? Ou les laisseriez-vous apprendre, lentement et douloureusement, ce que signifie vraiment perdre?